Bonjour, donc je suis Isabelle Nerbesson, chargée de mission à la région, à la direction énergie-climat. Quelques difficultés. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, le son est bon. Ok. J'ai toute la retranscription de ce que je dis. Pourquoi la retranscription? Bon, c'est pas grave. Eh bien, merci pour votre présence pour ce nouveau webinaire, donc webinaire à destination des collectivités territoriales et surtout le rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement de la filière de la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine. Peut-être passer à la diapo d'après, s'il vous plaît. Je serai accompagnée, c'est une très bonne transition, pour co-animer ce webinaire par Marion Delorme, si tu peux faire un petit coucou, qu'on t'identifie bien. Ah, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. On ne t'entend pas, Marion. Maintenant, c'est bon. Alors, Ça y bonjour est, à tous. c'est bon. Je recommence. Tac. Peut-être juste la slide d'avant, voilà. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du réseau territoire et énergie-climat. Pour rappel, il est axé autour de 3 grandes parties. Vous informer à la fois via la plateforme collaborative qu'on a en ligne et les newsletters, que ce soit hebdomadaires ou trimestriels. La formation avec les journées techniques organisées par l'ADEME ou ce type de webinaire co-organisé avec l'ADREAL et l'ADEME. Webinaire à destination des élus et ou des techniciens des collectivités. Et puis un troisième grand point qui est la mise en relation avec l'organisation d'événements en présentiel si le contexte nous le permet prochainement. La présentation pour aujourd'hui donc vous sera envoyée ainsi que l'enregistrement si celui-ci fonctionne. Et pour une meilleure... moi je vois la présentation à l'écran. Alors voilà, pour une meilleure organisation, on vous demande de bien vouloir couper les micros et puis vous pouvez toujours interagir via le fil de conversation. On se fera le relais de vos questions ou de vos interventions si le temps nous le permet. On essaiera quand même de prendre un certain nombre de questions à l'écrit. Sachez que vous avez au moment de l'inscription aussi fait remonter un certain nombre d'interrogations. On va essayer d'y répondre tout au long de ce webinaire. On a essayé de le construire autour de justement de vos remarques et de vos interrogations. Sinon, pour toutes les questions qui seront restées en suspens, nous vous ferons parvenir dans les prochains jours une foire aux questions. Voilà. Et puis, si vous pouvez allumer vos caméras, c'est toujours plus agréable pour nos intervenants de voir à qui ils s'adressent. Concernant l'ordre du jour, donc un ordre du jour assez chargé, ce webinaire fait l'objet d'un deuxième webinaire sur la méthanisation. Donc, on ne reviendra pas forcément, ou en tout cas rapidement, sur la partie fonctionnement d'un méthaniseur. L'idée ici, c'est surtout de rappeler assez succinctement le contextualisation et l'enjeu du développement en Nouvelle-Aquitaine et l'intérêt de la méthanisation pour les collectivités territoriales. Donc, rapidement faire un focus sur ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est le rôle, l'implication des collectivités dans ces projets. Et ensuite, on verra donc l'engagement avec les différentes postures que peut avoir une collectivité. Et on a la chance, et je les en remercie par avance, d'avoir 3 exemples d'implication à différentes échelles. La gestion des biodéchets en milieu urbain avec Resto Valor et la cuisine centrale de Bègles. L'intégration des biodéchets en milieu plutôt rural, là, dans ce cas, avec monsieur Yannick Dufaux, qui a une double casquette à la fois d'élu et de futur exploitant d'une unité de méthanisation, en binôme avec donc, le directeur général des services pour la Sitcom du Sud-Gironde, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, on prendra, j'allais en dire, à la fois de la hauteur, mais on zoomera également, plutôt là sur la partie infrastructure et réseau de gaz, et on verra avec l'exemple de Grand Poitiers ce qu'ils ont pu mettre en place dans le cadre donc, de ce réseau pour aussi, et comment cela va engendrer le développement de la méthanisation sur ce territoire. Un petit focus avant de laisser la parole sur le point sur la ressource en Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour rappel, la méthanisation, c'est un procédé biologique naturel, donc permettant de dégrader la matière organique par des bactéries en l'absence d'oxygène. Donc, le choix des intrants est fondamental pour un bon fonctionnement d'un méthaniseur, car il détermine la production de biogaz,
le dimensionnement bien sûr de l'unité, la technologie employée ou encore la rentabilité du projet. On va distinguer deux ressources principales, la ressource qu'on appellera coproduit agricole et la ressource déchets. Et on tenait à rappeler en préambule de ce webinaire l'importance de la hiérarchie des usages et des modes de valorisation, donc à la fois dans le cadre établi dans le cadre du schéma régional biomasse de Nouvelle-Aquitaine qui est en cours de finalisation et pour la partie déchets du PRPGD, plan régional de prévention et de gestion des déchets. Donc pour chacun de ces deux typologies de ressources, vous avez donc ce triangle à l'envers sur la priorisation, merci. Donc, sur les produits agricoles et coproduits agricoles, vraiment, j'insiste là-dessus, une priorité sur sa valorisation pour l'alimentation, la valorisation matière et chimie, et ensuite seulement la méthanisation et le biocarburant. Pour la partie déchets, on a à peu près donc, en parallèle le même fonctionnement. D'abord, la prévention et la réduction des déchets à la source, puis sa préparation, sa réutilisation, ensuite son recyclage et ensuite la valorisation, y compris une valorisation énergétique. L'idée est bien de détourner le déchet de l'enfouissement ou encore de l'incinération. Et donc, quand on parle ressources, la slide d'après, s'il vous plaît, merci. Quand on parle ressources, de quoi on parle en Nouvelle-Aquitaine? Alors, sans rentrer dans le détail des chiffres, deux éléments importants. Le premier niveau que vous avez, donc coproduits agricoles sur la gauche normalement et déchets sur la droite. Le premier chiffre que vous avez, c'est le chiffre du gisement net actuel. Donc, c'est la ressource qu'il y a aujourd'hui. Attention, c'est tout usage confondu, ce premier chiffre. L'idée, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas aller chercher l'ensemble de cette ressource, mais uniquement celle qui peut être méthanisée. Donc, on a bien en tête cet entonnoir. Et donc, de quoi parle-t-on quand on parle de ressources méthanisables? À la fois sur les coproduits agricoles, on est, vous le voyez, à 15 millions de tonnes, et sur les déchets, on est à peu près à 1 million de tonnes, si j'arrondis les chiffres. Donc, en tenant compte de la hiérarchie des usages et de l'accès et de la récupération de cette ressource. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été retenues. Ce sont des chiffres du schéma régional biomasse. Et au-delà des chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est un facteur de 1 à 15 entre ces biodéchets, donc entre ces déchets, je vais y arriver, entre cette ressource. Donc, 1 million pour les biodéchets, 15 millions pour les coproduits agricoles. Donc, il y a vraiment un écart très important entre ces deux ressources et c'est vraiment cette ressource des coproduits agricoles qu'il faudra aller valoriser en vue de la méthanisation. Voilà, ces points de rappel étant faits, je vais laisser la parole donc à la co-animatrice de ce webinaire, donc Marion Delorme, si vous pouvez vous présenter. Donc, bonjour à tous, Marion Delorme, je suis animatrice du dispositif Méthanaction que je vous présenterai un petit peu plus tard. C'est donc à travers ce dispositif qu'on vous propose la première partie de ce webinaire. Je voulais d'abord vous faire un rappel sur la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine, contexte et enjeux de développement. Donc, d'abord, la méthanisation dans le mix gazier, en vous présentant ici les scénarios à 2050 qui ont été proposés par l'ADEME et par la région Nouvelle-Aquitaine, où on voit que la méthanisation prend une place très importante. Donc, quel que soit le scénario, pour ce qui est de l'ADEME, ils ont proposé plusieurs scénarios, mais dans tous les cas, la méthanisation qu'on voit ici en vert foncé prend une place relativement importante. Et ensuite, pour ce qui est du scénario 100% gaz vert qui a été proposé par la région en 2018, on voit la méthanisation apparaître dans le gaz vert mobilisable en vert plutôt jaunâtre au début. Donc, c'est une partie très, très importante de ce qui va être consommé en 2050. En sachant que donc, la région a un objectif de produire 100% de gaz vert, voire de devenir une région exportatrice de gaz vert d'ici là. Un rappel assez rapide sur le processus de méthanisation. Donc, comme on vient de le dire, c'est d'abord des produits issus de l'agriculture, des sous-produits issus de l'agriculture qui vont être insérés dans un digesteur. Ça peut être également des déchets issus des collectivités territoriales ou des industries agroalimentaires, donc qui sont introduits dans ce digesteur
et les matières vont être dégradées donc, de manière anaérobie et produire deux produits, à la fois du biogaz qui pourrait être valorisé soit en cogénération, donc qui va produire de l'électricité et de la chaleur, soit qui va être épuré et là va produire un biométhane qui sera réinjecté directement dans le réseau de gaz, voire produire un biocarburant qui pourra être utilisé pour tout type de véhicule. Et le deuxième produit qui est issu de la méthanisation et qui est tout aussi important, c'est le digestat, qui va permettre de fertiliser les sols et donc de resservir aux exploitations. Donc la méthanisation, aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, c'est 109 sites en fonctionnement, 110 à l'heure où je vous parle. Là, la carte au 1er avril, elle est de 109. Donc 110 sites en fonctionnement, 80 unités de méthanisation en projet à peu près, dont une vingtaine en construction. Ces unités, elles sont de plusieurs types. La grande majorité sont des unités agricoles, donc portées par des agriculteurs, mais on peut aussi avoir des unités de type industriel, voire des unités de méthanisation sur steppe, voilà, avec les différentes sources de valorisation que je vous ai présentées juste en dessous. Bout de steppe, est-ce que vous pouvez rappeler? Oui, steppe, donc les stations d'épuration. Donc là, ça va être de la méthanisation plutôt urbaine. Je vous ai mis le lien sur le côté d'où est issue cette carte. Donc, c'est l'Agence régionale d'évaluation de l'environnement et du climat qui produit chaque année un rapport sur l'état des lieux de la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, le dernier vient de sortir très récemment. Donc, vous avez tous les chiffres clés par rapport à cet état des lieux. Et ensuite, une petite présentation du dispositif Méthanaction. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé et qui aujourd'hui est piloté par la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME régionale et qui est animé au plus proche de la majorité des porteurs de projets, donc à travers des structures professionnelles agricoles, la Chambre régionale d'agriculture et la Fédération régionale CUMA pour coopérative d'utilisation du matériel agricole, donc des structures qui ont l'habitude de travailler avec des collectifs d'agriculteurs. L'objectif de ce dispositif, c'est d'accompagner les porteurs de projets de méthanisation. Pour ça, on a 2 animatrices régionales, donc moi-même et ma collègue à la Chambre d'agriculture. On a des chargés de mission émergence en département qui, eux, ont pour objectif d'appuyer les porteurs de projets dans l'émergence de leurs projets, donc de réaliser des études d'opportunité avec eux, d'essayer de voir le potentiel de ressources qu'ils ont, est-ce qu'ils pourraient produire, etc. Et enfin, on a des relais locaux, donc issus des 2 structures aussi, Chambre d'agriculture et Fédération de proximité CUMA, qui accompagnent ces porteurs de projets tout au long de leur projet. Donc à travers de l'accompagnement technique, un suivi de tous les projets, de la professionnalisation, donc des formations qui leur sont proposées, des circuits de visite, et puis une animation de la filière à échelle un peu plus globale qui intègre des événements pour tous les acteurs de la filière méthanisation et pas uniquement les porteurs de projets cette fois-ci. Et puis aussi de la capitalisation agronomique et une circulation des informations et des actualités pour cette filière qui est en perpétuel mouvement, j'ai envie de dire. Et donc, pour retrouver toutes les informations du dispositif Méthanaction, je vous ai mis également un lien vers le site internet et vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux. Juste une question à ce stade. Oui. Je suis un agriculteur ou une collectivité. Je souhaiterais être accompagnée par le réseau Méthanaction. Je fais comment? Je prends contact avec vous, là, donc une des 2 animatrices. La porte d'entrée, c'est Méthanaction, c'est les chargés de mission en chambre. Donc sur le site internet, vous avez une page contact sur laquelle vous retrouvez les contacts des animatrices régionales et des relais locaux et chargés de mission émergence. Tout le monde est inclus sur cette cartographie. Donc, en fonction de votre besoin, si vous êtes un porteur de projet et que voilà, vous commencez à réfléchir à la méthanisation, là, vous allez plutôt vous diriger vers les relais locaux ou chargés de mission émergence de vos départements. Si vous êtes plutôt une collectivité, là, ça va être les animatrices régionales qui vont vous appuyer. Bon, ça dépend. La porte d'entrée, de toute façon, on est en communication en permanence. Il faut juste rentrer en contact avec l'un des animateurs ou des relais Méthanaction et vous retrouvez ces contacts sur le site.
Ok, donc porte d'entrée, le site Métanaction, l'onglet Contact, et ensuite vous mettez en réseau pour accompagner le porteur. Oui, en au plus. fonction des besoins. Très bien, merci. Je continue? Oui, il va y avoir des questions, mais on les prendra à la fin de la première partie. Je me ferai le relais des questions, hein. Vous pouvez bien sûr les poser sur le fil de conversation. Donc, sur l'intérêt de la méthanisation pour les collectivités territoriales, là, on avait d'abord dans l'idée de vous faire une présentation de quels pouvaient être les intérêts pour vous, collectivités. Et puis, finalement, on s'est dit que vous aviez certainement les réponses. Donc, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose d'un peu plus interactif. Je vais vous transmettre dans le chat le lien que vous voyez apparaître juste ici. Et vous allez répondre à la question suivante, qui est quels intérêts et quels inconvénients les collectivités territoriales peuvent trouver au développement de la méthanisation sur leur territoire. Vous allez répondre à cette question à travers des mots-clés. Donc, vous allez insérer des mots-clés sur le lien que je vous transmets. Et puis, on essaiera de débriefer ensemble de ce qui est ressorti. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Et je vais vous transmettre ce lien. Tac, dans le chat. Donc là, c'est à vous de jouer. On se donne combien de temps? 2-3 minutes, c'est quelque chose d'assez oui. assez réactif. Hein. Peut-être 5. Allez, 5. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Non. Alors, on peut peut-être le copier-coller. Ouais. Pourquoi il ne fonctionne pas? Excusez-moi, moi je ne vois pas de fenêtre de chat en fait. Alors, vous pouvez l'ouvrir conversation. Vous avez un petit onglet conversation normalement. Alors, moi, c'est en haut de l'écran. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Non, ça peut être en bas de l'écran. Avec un petit point orange dessus. Il y a une bulle. Il y a une bulle avec... Il est nulle part pour le moment. Je le cherche. Alors, après, c'est peut-être en fonction aussi de vos... des outils que vous utilisez. Bon, on va... Est-ce que Marion, vous pouvez remettre oui, j'ai réussi à transmettre le lien cette fois-ci dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Ça vous amène sur une page et voilà, je vois que ça y est, vous commencez. Et sinon, est-ce que vous pouvez remettre la présentation et puis ceux qui ont le courage de taper. Alors, le code est assez court, donc... Oui. Sur la présentation PowerPoint, il y avait le lien. Ouais. Là, vous avez le lien également. Si on se laisse... juste, voilà. On se laisse 5 minutes. C'est désagréable, mais quand je clique sur le lien, il ne se passe rien, perso. Alors, peut-être changer de navigateur. Moi, je l'ai fait, là, je suis avec Firefox, ça fonctionne. Vous avez une page qui s'affiche ou qui reprend la question. Moi, de mon côté, j'ai juste copié-collé, ça a fonctionné. Voilà, en copiant-collant, ouais, j'ai fait aussi. Bon, je suis désolée, je suis de boulet de service, mais quand je vais sur le truc, il me demande comment je dois m'inscrire. À Bootclap, il y a... Sur votre gauche, je vais le faire en même temps pour voir. Sur votre gauche, justement, quand vous avez cette... Alors, si on a la même fiche, il y a écrit code de l'événement. Code de l'événement. Et donc là, il faudra mettre XPX. Alors, je vais essayer. Hop. En copiant-collant, normalement, ça peut marcher, peut-être en changeant éventuellement de... Oui, ça marche. Alors, soit en cliquant sur le lien et en copiant-collant le code XPXJKA, soit Firefox, soit... Donc, en fait, il ne faut pas d'abord copier le lien, OK? On va sur bootclap.com et ensuite... C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Soit vous copiez-collez le lien dans votre... donc, www.blablabla. Soit ça, vous le copiez-collez dans votre moteur de recherche. Et donc là, vous tombez directement sur une page blanche et c'est à vous d'écrire
votre réponse. Soit vous cliquez sur le lien HTTPS et là, en tout cas en ce qui me concerne mon écran, sur la gauche, on me demande le code de l'événement et dans ces cas-là, je marque XPX-JKA. Et donc, il y a des questions aussi sur le nombre de caractères. Effectivement, j'ai mis 30 caractères maximum parce que l'idée, c'est de mettre vraiment des mots-clés. Faites plusieurs réponses, en fait. Oui. Dans ces cas-là, une réponse, une grande idée, on va dire. Je vois que vous avez beaucoup d'idées. Je pense que voilà, on va se laisser une minute de plus, mais vous avez déjà donné beaucoup de réponses. Peut-être en attendant, Marion, prendre quelques questions? Oui. C'est possible. Oui, bien sûr. Donc, il y avait une question qui était posée sur les bouts de steppe, mais notre collègue Florence Dost donc de la région a pu répondre sur le mélange entre bouts de steppe et déchets agricoles ou agroalimentaires. Donc, c'est possible. Seul est interdit donc, le mélange de bouts de steppe et biodéchets qui sont triés à la source. Et une autre question, comment s'articule Méthanaction et par exemple Comet de territoire d'énergie 47? Oui, alors Comet 47, c'est un programme d'accompagnement aussi des porteurs de projets de méthanisation dans le Lot-et-Garonne. Comment ça s'articule? Concrètement, on est, je dirais, partenaires et on se présente respectivement nos programmes d'action en début d'année et on essaie de travailler en collaboration sur les différentes actions qu'on va mener. D'accord, donc il y a bien une complémentarité. Après Comet 47, qui est vraiment donc, ciblé sur le Lot-et-Garonne, un accompagnement complémentaire, je dirais, par rapport à celui qui est offert à travers le dispositif Méthanaction. Donc, par exemple, pour ce qui est du financement des études de faisabilité, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME vont prendre en charge partiellement ces études et le dispositif Comet 47 va venir compléter. Voilà, ça peut être des choses comme ça. D'accord, donc là aussi la porte d'entrée, soit Comet TE47, soit Méthanaction. Oui, puisque de toute façon, on est en lien. Ça marche. Il y avait une autre question, je la prendrai tout à l'heure. Peut-être qu'on débriefe sur les réponses? Oui, je vais donc vous afficher ces mots-clés. Une petite capture d'écran. Donc, vous avez joué le jeu et on vous en remercie, j'espère. Bon, les difficultés techniques ont été dépassées, j'espère. Oui, il y a beaucoup de réponses. Du coup, il n'y a pas que des inconvénients, j'espère. Non, les mots qui apparaissent le plus, c'est plutôt des avantages pour le territoire. Alors, si je recommence mon partage. Oula, effectivement. Voilà, beaucoup de réponses du coup sur l'intérêt et les inconvénients que peuvent présenter la méthanisation pour les territoires. Donc déjà, on voit comme première réponse la plus citée, la valorisation des biodéchets. Donc j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle puisque effectivement, donc les collectivités territoriales vont être soumises en 2024 à l'obligation de proposer une solution de valorisation des biodéchets issus de leur territoire, donc soit à travers du compostage, soit à travers la méthanisation. Donc c'est une véritable issue pour ces biodéchets et la date d'échéance est relativement proche, donc effectivement il y a tout intérêt à s'intéresser au développement des projets sur vos territoires et essayer de travailler avec les porteurs de projets pour pouvoir valoriser ces déchets-là. Alors, la valorisation des biodéchets, c'est quand même quelque chose d'assez particulier à mettre en œuvre, mais vous allez le voir tout à l'heure puisqu'on a 2 interventions sur le sujet.
Ensuite, je vois apparaître le maintien de l'activité agricole. Et effectivement, c'est un autre point clé puisque la méthanisation permet une diversification des revenus pour les agriculteurs et notamment les éleveurs qui, comme vous le savez peut-être, sont en difficulté. En tout cas, on a en 10 ans à peu près un tiers des exploitations d'élevage qui ont disparu. Donc là, c'est une manière de maintenir ces activités sur vos territoires. On voit forcément l'énergie apparaître aussi dans vos réponses. Donc, vous avez tout à fait raison là-dessus. La méthanisation, c'est une énergie produite localement, non intermittente en plus, comparée à d'autres énergies renouvelables. Donc, ça vous permet d'avoir un gaz vert directement disponible à proximité de vos territoires, voire de l'électricité. Et ensuite, on voit l'acceptabilité apparaître en gros. Alors, effectivement, l'acceptabilité, ça, c'est un des points clés aussi des projets et, et pour lequel les collectivités territoriales peuvent avoir un rôle à jouer. Donc, puisqu'on a aujourd'hui de plus en plus de projets qui se confrontent à des problèmes d'acceptabilité sociale des riverains. Et les collectivités territoriales peuvent appuyer les porteurs de projets là-dessus. Vous le verrez notamment à travers l'exemple peut-être de M. Dufaux qui va être présenté tout à l'heure, où l'appui des collectivités, des diverses collectivités dans son projet ont certainement joué un rôle primordial pour qu'il soit accepté. Les collectivités peuvent également prendre part à un processus de concertation avec les riverains pour faciliter cette acceptabilité. Du coup, je ne sais pas trop quoi détailler de plus, parce qu'après, c'est vrai que les autres mots apparaissent à peu près au même niveau. Mais donc, voilà, il y a un intérêt de transition énergétique clair, un intérêt de maintien de l'activité agricole et d'économie circulaire. Il y a certainement beaucoup de questions autour de la qualité de vie qui reviennent là dans les mots qui apparaissent. Je vois au-dessus dégradation des voiries communales. Donc, effectivement, les projets de méthanisation, comme toute autre énergie renouvelable, ont certains inconvénients qu'il faut prendre en compte en amont lors du développement du projet. C'est pour ça que vraiment, on vous conseille d'essayer de vous mettre en relation avec les porteurs de projets assez rapidement pour travailler sur tous ces points-là, notamment le choix du site d'implantation, par exemple, pour essayer de trouver des solutions. On aura, on aura peut-être pour prendre quelques exemples, mais on n'aura pas le temps forcément de tout détailler. On vous a fait une petite bibliographie aussi à la fin pour que vous puissiez aller aussi chercher l'information, en tout cas les questions, les réponses, des éléments de réponse sur vos interrogations. Comme je vous l'avais dit initialement, on n'est pas sur un webinaire vraiment sur la méthanisation, puisqu'il a déjà eu lieu il y a un petit peu plus d'1 an. Là, on était vraiment sur le rôle des collectivités, mais n'hésitez pas si vous avez besoin. Donc, il y a une bibliographie à la fin, il y a le site Méthanaction qui est une bonne source aussi d'informations. Puis si vous avez besoin aussi d'éléments de langage ou de partager aussi, donc je parlais de la plateforme collaborative du réseau Tech, c'est aussi un moyen pour les techniciens des collectivités d'échanger des bons retours d'expérience, de la publication, de la communication qui avait pu être faite, des bonnes pratiques aussi. Donc n'hésitez pas à utiliser ce réseau pour partager entre vous toutes ces informations qui sont riches et très variées, on le voit. Et encore merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Du coup, je continue et puis on prendra éventuellement quelques questions après. Je voulais juste vous présenter les différentes postures d'engagement que peuvent prendre les collectivités face au développement de ces projets de méthanisation. Donc, pour ça, un petit schéma donc, qui vous présente les différentes postures. Ça peut aller de la qualité d'observateur. Donc, déjà, une non-opposition au projet, c'est une certaine forme d'engagement, puisqu'on l'a vu, il y a des problèmes d'acceptabilité.
voire donner un avis favorable. Ensuite, la collectivité peut aussi se placer en tant que client et avoir donc une relation commerciale avec le projet de méthanisation, notamment pour ce qui est de la valorisation des biodéchets. Et puis, la collectivité peut devenir facilitatrice, médiatrice. Elle peut organiser la concertation avec la population locale pour faciliter le projet. Elle peut l'accompagner techniquement, de manière administrative. Donc là, comme on l'a vu avec le programme Comet 47, donc, qui est un programme départemental, mais d'accompagnement technique et administratif, voire communication, puisqu'ils obligent les porteurs de projets à réaliser des études de communication. Elle peut aider le porteur de projet dans l'implantation de son projet pour choisir le site qui semble le plus approprié. Voilà. Et puis, la collectivité peut avoir carrément un rôle de moteur et essayer d'aller impulser des projets. Donc, certaines collectivités ont noté, par exemple, dans leur PCAET, la volonté de développer des projets de méthanisation et n'ont pas encore de porteurs de projets sur leur territoire. Donc là, ces collectivités vont essayer d'aller impulser ces projets en faisant notamment des études de gisement, en essayant d'aller trouver les agriculteurs qui sont présents chez eux, qui ont des matières, et essayer de les pousser à réfléchir au processus de la méthanisation. Et elles peuvent également s'impliquer financièrement de différentes manières, donc en allant prendre part au capital ou en participant par exemple à la création d'un réseau de gaz, au développement du réseau de gaz, comme ce sera l'exemple qu'on vous montrera en dernière partie de ce webinaire. Je confirme, je me permets, je confirme aussi en tant que référente PCAET pour la région Nouvelle-Aquitaine sur les plans climat qui ont été, donc plans climat air énergie territoriale qui ont été approuvés, quasiment la totalité ont identifié la méthanisation, le développement. Alors ça va à différents niveaux, hein, de la sensibilisation jusqu'au développement concret de projets sur leur territoire. Donc une réelle volonté pour les collectivités de s'impliquer sur cette ressource, sur cette énergie, pardon. Avant d'entrer dans le détail des présentations, il y avait une question qui a été posée sur la microméthanisation. Est-ce que, Marion, vous pouvez rappeler de quoi il s'agit et comment cela s'inscrit dans le paysage au regard des projets de méthanisation? Alors, la microméthanisation, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une définition nationale qui serait donnée à cette typologie de méthanisation. En revanche, en Nouvelle-Aquitaine, on a une limite de puissance qui a été fixée à 80 kW électriques. Les projets qui vont produire plus, on appellera ça des projets de méthanisation, et en dessous, ce sera de la microméthanisation. La microméthanisation, donc, elle produira moins d'énergie, donc forcément, elle sera moins rémunérée. Et surtout, la vraie différence, c'est que les projets de microméthanisation vont être obligés de faire de la valorisation à travers soit un moteur de cogénération, donc produire de l'électricité et de la chaleur, soit uniquement de la chaleur à travers un système de chaudière. Alors que les projets de méthanisation, aujourd'hui, 90% des projets qui sont en cours cherchent à injecter le gaz directement dans les réseaux. Donc, c'est vraiment ça la différence. Et donc, plutôt pour un usage, une valorisation sur site gaz. de la microméthanisation. Oui, la microméthanisation sera plutôt une valorisation électrique, alors que la méthanisation, une valorisation gaz. Et ensuite, on a une autre différence assez notable en Nouvelle-Aquitaine, qui est que le système de financement de ces projets-là n'est pas le même. Voilà, la microméthanisation, ça passe par des appels à projets, alors que la méthanisation, de manière générale, on a des aides à l'investissement de l'ADEME et de la région qui sont traitées au fil de l'eau. Voilà globalement ce que je peux vous en dire. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Moi, ça me convient. Juste pour Florence. compléter, j'avais levé la main, oui, Florence Odost de la région Nouvelle-Aquitaine, je suis la collègue d'Isabelle. La microméthanisation n'est pas forcément un sujet ni pour Méthanaction, ni pour la direction énergie-climat de la région, parce que cette technologie ne répond pas aux enjeux de transition énergétique. Par contre, elle peut répondre à un besoin de traitement de petites quantités de déchets ou de quantités de déchets agricoles peu méthanogènes sur place à la ferme. Et dans ce cas, elle est accompagnée, non pas par la direction énergie-climat, mais par la direction de l'agriculture, dans le cadre d'un appel à projet qui est régulièrement reconduit. Ouais. Et oui, donc c'est vrai aussi que sur la microméthanisation, on est plutôt sur du projet individuel à la ferme, alors que la méthanisation, c'est plutôt des projets collectifs qui regroupent plusieurs agriculteurs, voire d'autres acteurs du territoire. Très bien, merci pour cette réponse très complète. En lien peut-être, donc une question sur le fil de conversation. L'acceptabilité n'est-elle pas facilitée pour des projets de méthanisation de petite taille? On aurait tendance, c'est un peu toujours la problématique de small is beautiful. Voilà, plus c'est petit, mieux ça passe. Voilà. Mais il y a, par rapport à ce que vous venez de dire aussi, il y a quand même un besoin pour qu'un projet de méthanisation fonctionne. Il y a besoin quand même d'une ressource régulière, assez. Et d'atteindre une taille critique en fait. Voilà, hétérogène aussi, parce que ouais. C'est ça. Qui justifie qu'il faille mettre aussi autour de la table plusieurs acteurs qui ont cette ressource. Et après, c'est aussi un choix politique sur les territoires de définir quels sont les projets, les tailles de projets. Mais c'est plutôt l'enjeu de ressources et l'enjeu énergétique qui doit définir, j'imagine, le projet de méthanisation. C'est la ressource qu'on a à valoriser qui va définir la taille du projet. Et honnêtement, je ne sais pas dire si la contestation est très corrélée aujourd'hui à la taille des projets. Va être plutôt corrélé effectivement au site d'implantation que vraiment à la taille, parce qu'il n'y a pas, ou alors dans l'imaginaire des gens, hein, il n'y a pas une grosse différence d'un point de vue visuel ou d'un point de vue de potentielle nuisance entre une unité qui fait 100 mètres cubes et une unité qui en fait 200. C'est oui. Après, voilà, c'est vrai qu'on parlait précédemment de la façon dont les collectivités, la posture des collectivités, pour compléter un petit peu ce qui a été dit, c'est que les citoyens, déjà, ils ne savent pas que localement, on peut produire du gaz. Enfin, voilà, nous, on est entre un peu sachants, mais la plupart des gens ne savent pas que à partir de ressources locales, on peut produire du gaz. Et donc, je pense que dans le contexte actuel, c'est aussi quelque chose à rappeler et qui peut plaider en faveur de la méthanisation. Et aussi, et là, les élus locaux ou vous qui travaillez avec les élus de terrain ont toute leur part, leur rôle à jouer dans ce côté-là. Et par rapport aussi aux nuisances, rappelez aussi que la méthanisation n'est pas que source de nuisances. Par rapport au transport ou autre, ça permet aussi d'éviter des odeurs et des problématiques de voisinage entre une population néo-rurale et des activités d'élevage. Ça réduit beaucoup de ces problèmes d'odeur, voire parfois aussi ça réduit le nombre de transports de tonnes à lisier, de tracteurs transportant du fumier, etc. Okay. Puis ça peut permettre aussi, juste rapidement, de réduire la quantité d'engrais, d'intrants de synthèse qui vont être utilisés sur les exploitations. Et ça peut être un véritable avantage aussi en termes de qualité de vie pour les riverains. Et puis, je ne sais plus si on l'a dit, mais il y a une réutilisation aussi du digestat, donc ce qui sort du méthaniseur, d'un côté le biogaz et de l'autre le digestat, donc une réutilisation en épandage de ce digestat.
juste laisser la parole à Monsieur Manceau, qui est un de nos interlocuteurs. On continue de prendre vos questions, puis on va aussi rentrer dans la partie témoignage. Vous vouliez compléter de Grand Poitiers. Alors, votre micro est coupé, par contre. Oui, bonjour. Vous nous entendez, c'est bon? Très bien. Ah oui, excusez-nous. Oui, c'était juste pour ajouter que dans la partie production, il est aussi important derrière, avec la méthanisation, de s'assurer que ce qu'ils vont produire toute l'année, on peut leur assurer une garantie de l'envoyer dans le réseau, parce que ce n'est pas le tout de produire. Après, il faut trouver la clientèle qui absorbe cette énergie. Et donc, souvent, c'est un des problèmes qu'on sous-estime, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais l'été lorsque je produis cette énergie? Qui va me la prendre? Oui, c'est vrai qu'il y a une problématique aussi de développement des réseaux. Les réseaux ne sont pas forcément présents partout, n'ont pas forcément les débouchés pour accueillir cette quantité de gaz en fonction des saisons. Et c'est pour ça que les gestionnaires de réseaux de gaz travaillent au développement de ces réseaux, parfois avec les collectivités territoriales. C'est pour ça qu'il faut les mailler et apporter une garantie d'achat. Et donc, tout ça, on n'est pas du coup dans du mono-énergie, quoi. C'est ça qu'il faut s'assurer pour que la chaîne économique convienne à tout le monde, à tous les acteurs. Une petite question, posée donc sur le fil de conversation, des relais locaux en Charente. On pourra peut-être vous apporter des éléments de réponse après dans la foire aux questions sur, j'imagine, Méthanaction. Oui, qui sont les relais? Oui, vous pouvez le trouver directement sur le site Méthanaction. Vous avez la cartographie avec chaque département et vous trouvez vos relais. Alors apparemment, oui. Alors bon, on verra, on vous apportera une réponse, parce qu'apparemment dans l'annuaire, ça y est pas. Alors est-ce que c'est un petit problème de lecture ou est-ce qu'il y a une spécificité? On vous apportera les éléments. Pas de souci. Une remarque qui est apportée à la discussion, qui n'appelle pas forcément de réponse. On entend souvent une opposition parler de méthaniseurs industriels pour des projets injectant 100 nanomètres cubes. Cela rappelle les monstrueux aérogénérateurs désignant les éoliennes. C'est une remarque. Et puis la réponse a été apportée, donc sur le relais, c'est une personne de la Chambre d'agriculture. Voilà, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. N'hésitez pas, toujours le fil de conversation, et puis on se fera un retour. Donc cette deuxième partie, l'idée c'était vraiment de laisser la parole donc à nos collectivités et à nos projets qui sont sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, notamment donc avec un premier retour d'expérience sur donc la gestion des biodéchets en milieu urbain, avec une prise de parole à deux voix. Monsieur Daniel Foss de la société Resto Valor et Nicolas Madé, qui nous présente ici la collaboration concernant donc la valorisation d'une partie des biodéchets de la commune de Bègles, à côté de Bordeaux. Et donc, Resto Valor, vous allez nous le dire, mais intervient ici donc comme prestataire de services pour la commune, en effectuant la collecte et le transport des biodéchets vers l'unité de méthanisation industrielle de Suez Organique, qui, elle, est à Saint-Selve. Je vous laisse la parole. Pareil, on va prendre, vous les avez entre 10 et, on va dire 15 minutes à deux, et puis on prendra les questions à la fin de votre présentation. Très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Super, bonjour. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Fols, effectivement, le gérant fondateur de la société Resto Valor. Donc, nous sommes une société privée située sur Senon, sur la rive droite de Bordeaux Métropole. Et nous sommes spécialisés dans la micro-collecte des déchets alimentaires. Donc, nous sommes une entreprise ESS, Économie Sociale et Solidaire, ESUS. Et donc, effectivement, nous captons tous les biodéchets qui peuvent être générés par les restaurants et les collectivités. Donc, on est sur un autre flux par rapport à des flux industriels ou agricoles. Nous, on a des camions-bennes type ordures ménagères avec des bacs roulants pour venir collecter directement le biodéchet chez les restaurants ou les collectivités.
Et donc, on intervient sur tout Bordeaux Métropole. Donc, l'obligation réglementaire, donc, Marion Delorme en a très bien parlé, donc je vais pas revenir dessus. On connaît tous ces enjeux réglementaires pour le tri des biodéchets à l'horizon 2024. Je fais juste une parenthèse sur le gisement des biodéchets qui est estimé sur le territoire. Alors, je vais parler pour Bordeaux Métropole, mais la dernière étude de l'ADEME, je crois, laissait apparaître un tonnage d'environ 85 000 tonnes de biodéchets qui étaient incinérés chaque année. Donc, ce sont des biodéchets, effectivement, qui représentent une valeur énergétique et agronomique qu'il faudrait. Notre mission, c'est de les sauver de l'incinération en proposant des solutions, effectivement, de tri à la source et de collecte pour pouvoir ensuite les emmener en méthanisation. Nous ne sommes pas centre de méthanisation, nous sommes uniquement collecteurs. Et c'est là où le partenariat, la synergie prend tout son sens, parce que les méthaniseurs ont besoin de biodéchets, effectivement, pour faire tourner leurs installations. Et nous sommes collecteurs et nous allons récupérer cette matière-là chez les producteurs pour pouvoir les apporter aux méthaniseurs. Donc, c'est vraiment une synergie gagnant-gagnant. Donc, voilà, techniquement, ce que nous proposons à nos clients, donc ce sont des bacs roulants classiques comme on peut trouver chez soi pour les ordures ménagères, sauf que ce sont des bacs de couleur marron pour bien les identifier déchets alimentaires. Donc, on fournit des autocollants dessus pour éviter toute ambiguïté. Et c'est un camion Ben, comme je disais, type ordure ménagère, qui vient collecter ces bacs roulants et ne collecter que du déchet alimentaire. Voilà, donc les camions commencent très tôt, vers 3-4 heures du matin, finissent vers 11h, 12h, vont vider sur la plateforme de méthanisation et on récupère environ entre 3 et 4 tonnes de déchets alimentaires par tournée. Donc, mine de rien, ça nous fait un tonnage un peu moins de 1000 tonnes par an quand même de biodéchets que nous collectons tous les ans auprès des producteurs. On va passer sur le slide d'après, voilà. Donc, petite particularité pour des sites en hypercentre, où l'accessibilité est compliquée avec les camions. On peut proposer également des collectes en vélo électrique. C'est un service qui se développe très bien. On va sur Bordeaux Centre et effectivement, on voit ce type de collecte émerger. Donc, on peut aussi le dupliquer pour la collecte des déchets alimentaires en bac roulant. On fait un système de collecte et ensuite, on centralise tous ces bacs pleins de biodéchets en périphérie de l'hypercentre et on a notre camion Ben ordure ménagère qui passe pour vider l'ensemble du chargement. Et encore une fois, l'idée, c'est effectivement de proposer une solution sur mesure pour chaque type de biodéchets, chaque configuration, qu'il y ait 10 kg, 20 kg, 30 kg ou 2 tonnes. On doit pouvoir apporter une solution pour pouvoir capter ce gisement. On va passer au slide d'après. Très bien. Alors voilà. Alors là, concrètement, donc sur la partie collectivité, nous, en tant que collecteur, on va avoir deux configurations. On va avoir les biodéchets issus des cantines scolaires. Donc, je laisserai la parole à monsieur Madé tout à l'heure qui parlera mieux que moi de sa configuration sur, par exemple, la commune de Bègles, avec qui nous travaillons et où nous récupérons, Resto Valor, les biodéchets issus des groupes scolaires et que nous valorisons en méthanisation, donc avec les bacs roulants dont j'ai parlé précédemment. Mais nous avons aussi les biodéchets des ménages, des foyers. Et donc là, on est sur une configuration un peu différente, c'est-à-dire que le bac roulant que vous avez vu tout à l'heure, on peut très bien l'équiper ça s'appelle un abri-bac. C'est-à-dire, c'est un habillage sécurisé où on peut mettre un système de trappe avec QR code au-dessus pour identifier la personne qui va déposer son seau de biodéchets. Et c'est une manière de récupérer effectivement les déchets alimentaires issus des ménages. Donc, il faut distinguer les deux flux. Il y a les flux issus des cantines scolaires et les flux issus des ménages qui dépendent du territoire de la collectivité dont ils sont situés. Très bien. Alors, pourquoi nous avons décidé d'opter sur la méthanisation et pas sur le compostage? Ça, c'est une vraie question qui s'est posée
lorsqu'on a créé la société Resto Valor. Et en fait, la raison, elle est très simple, hein, c'est une évidence même, c'est-à-dire que la méthanisation, permet de traiter des volumes assez importants. Aujourd'hui, on travaille avec un méthaniseur, pour pas le citer, qui est Suez à Saint-Selve, qui récupère toute notre matière. Et c'est des processus industriels automatisés. Et effectivement, c'est beaucoup plus confortable que du compostage de proximité où il y a une présence, une maintenance qui est peut-être plus importante que sur de la méthanisation. Donc, on a ce confort-là avec la méthanisation qui nous permet d'intégrer des flux assez importants. Et le deuxième paramètre, c'est effectivement la partie gestion des refus de tri, des impuretés. Alors là, je vous parle purement en tant que collecteur, puisqu'on est sur des flux spécifiques, on n'est pas sur des flux agricoles ou industriels qui sont plutôt stables, linéaires, où on a très peu de refus. C'est un produit qu'on connaît. Là, sur les biodéchets des particuliers, on a malheureusement le risque de retrouver des indésirables lors des collectes, et ça arrive très régulièrement. On a des fourchettes, des cuillères, des assiettes, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Le risque zéro n'existe pas. Et si on était parti sur du compostage, ça voudrait dire qu'on doit trier à la main toutes ces impuretés avec un coût et un temps conséquent. Et l'avantage de la méthanisation, c'est que, comme c'est un procédé industriel, on peut, alors suivant les sites, suivant les méthaniseurs, mais en tout cas celui avec qui nous travaillons, Suez, est équipé d'un déconditionneur. Un déconditionneur, vous savez peut-être ce que c'est une machine qui coûte entre 300 et 500 000 euros et qui permet d'intégrer tous les flux de biodéchets sur une sorte de tapis. Et on a un système de vis sans fin qui va éliminer automatiquement la fraction solide et la fraction liquide. Donc, d'un côté, on va avoir toutes les impuretés qui vont être écartées. Ça représente quand même pour nous environ 10% des flux. Donc, c'est pas rien. Donc, ça va être tout ce qui est emballage plastique, comme je disais, couteau, fourchette, voilà, tout ce qui n'est pas déchets organiques. Et de l'autre côté, le déconditionneur va nous préparer une soupe de très bonne qualité avec très peu d'impuretés sous forme pâteuse qui, elle, va servir donc pour Suez pour alimenter les cuves de méthanisation et produire effectivement le méthane et commencer le processus. Donc, tout ça pour dire que nous, en tant que collecteurs et avec notre contrainte de gestion des refus de tri, la solution de méthanisation avec le déconditionneur est forcément celle qui est la plus confortable. Voilà. Juste, je me permets parce qu'il y a une question là-dessus. Donc, c'est vous qui effectuez le déconditionnement? Je n'ai pas bien entendu. Oui, c'est pour Carole Méric. Non, c'est pas nous qui l'effectuons, le déconditionnement, hein. Suez, aujourd'hui, est équipé de son propre déconditionneur qui est collé à ses cuves de méthanisation. Habilité. Voilà, donc ça fait partie de son installation. On va passer au slide d'après, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais... Question. Vous aviez d'autres slides? Non, c'est bon, super, très bien. Okay. On n'est pas loin des 7 minutes, mais je vais laisser la parole à Monsieur Madé, qui est donc responsable sur la commune de Bègles des groupes scolaires, qui nous parlera de son expérience terrain. Vous m'entendez? Est-ce que oui, vous m'entendez? On vous entend bien. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc Nicolas Madé, je suis le directeur de la cuisine centrale de la ville de Bègles, donc au sud de Bordeaux. Pour ceux qui ne situaient pas, on travaille avec Resto Valor depuis 1 an et demi maintenant. On aurait dû commencer notre contrat le 16 mars 2020, sauf qu'on a tous été confinés, donc on a dû reporter un peu plus tard. Néanmoins, donc la cuisine centrale fabrique 2700 repas par jour à l'attention des crèches et de 13 écoles, du restaurant du personnel, etc. Et on a donc choisi donc de valoriser les déchets qui sont triés par des tables de tri par les enfants depuis 2018. Il a été choisi par Monsieur le maire la solution de méthanisation par opposition à la solution de compostage pour les raisons que Daniel a évoquées, parce qu'il y a une logique toute simple, au moins en méthanisant, on produit
une source d'énergie qui peut être utile plutôt que la chaleur émise par du simple compostage. Donc c'est un point de vue, mais en tout cas, l'idée initiale aussi de faire de la méthanisation, c'était de pouvoir faire de la méthanisation adossée au bâtiment de la cuisine centrale par une unité de micro-méthanisation. Sauf que, bon, a priori, le contexte réglementaire ne nous le permet pas. On est trop près des habitations pour pouvoir implanter ce type de système. Donc, on a dû externaliser et on s'est retourné donc vers Resto Valor qui intervenait a priori déjà sur des fêtes municipales, notamment sur la fête de la morue. Et donc, en gros, on valorise entre 15 et 20 tonnes. Alors, peut-être que Daniel pourrait mieux nous le dire, mais on doit être dans ces ordres de grandeur-là. Donc, c'est tous les biodéchets issus des assiettes des enfants et du restaurant municipal et le reliquat non servi, si jamais il y en avait. Et donc, on a des tables de tri dans chaque école. On a appris aux enfants le geste de trier ses assiettes entre 2018 et 2020. Et ensuite, la prestation est assez simple. On a des sacs en plastique transparents qu'on utilise dans ces tables de tri, qui sont donc ensuite évacués en fin de service et mis dans les bacs mis à disposition par Resto Valor, qui sont récupérés une fois par semaine, présentés la veille sur le trottoir et récupérés une fois par semaine par Resto Valor pour être ensuite évacués à Saint-Sève, comme il est expliqué. Donc, on a, enfin, vraiment, en tant que client, c'est assez transparent pour cette gestion de flux, parce que, enfin, il s'agit juste de présenter les bacs comme on présenterait celui des déchets recyclables ou des déchets, des OM, ordures ménagères. Par contre, il a fallu trouver de la place sur nos sites, dans les écoles. C'est la plus grosse contrainte, hein, c'est de trouver la place pour stocker un bac supplémentaire. Mais comment on a fait? On en a profité pour réduire la taille des autres bacs d'OM, puisque en fait l'essentiel des OM qui étaient jetés par les agents de restauration, c'était des biodéchets, jusqu'à ce qu'on mette les bacs de Resto Valeur en place. Donc on a pu réduire la taille des bacs d'OM qui n'accueillent plus que des déchets plastiques et d'autres déchets qui ne sont pas recyclables. Voilà, donc la difficulté dans le geste, néanmoins, c'est d'éviter tout ce qui n'est pas désirable dans les biodéchets, dont parlait Daniel Foll tout à l'heure. C'était effectivement d'éviter qu'il y ait, je ne sais pas moi, une assiette, un couteau, une fourchette, les petites cuillères, tout ça qui tombe dans le sac plastique et qui souvent, l'enfant souvent ne va pas dire qu'il a laissé tomber une fourchette dans le bac. Bon, heureusement qu'il y a cette solution de tri en fin de process. Voilà, donc je ne sais pas si je vais peut-être plus répondre à la question s'il y en a, mais pour parler financièrement sans dévoiler de chiffres, c'était aussi économiquement une solution qui était intéressante pour la collectivité, de pouvoir externaliser cette collecte qu'on a pensé à un moment donné gérer en interne, mais ce n'est pas notre métier. Voilà. Donc là, vous avez, entre guillemets, su trouver les acteurs du territoire pour valoriser ce déchet face à cette ressource que vous aviez et qui n'était pas du tout, vous le disiez, jusqu'à présent, elle partait, on parlait tout à l'heure de compostage, mais de toute façon, là, elle partait soit l'incinération, soit l'enfouissement, quoi. Donc, c'était vraiment une ressource non valorisée. Merci pour vos 2 témoignages. Effectivement, donc, il y a eu quelques questions. Peut-être pour Resto Valeur, comment organisez-vous le rythme de collecte pour les ménages afin de conserver au maximum leur pouvoir méthanogène? Alors aujourd'hui, on intervient auprès des communes pour les biodéchets des cantines scolaires, mais pour les ménages, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et sur lequel on a proposé nos services récemment à Bordeaux Métropole, mais sur lequel on n'a pas eu de retour. Voilà, donc je ne peux pas en parler puisque on n'a pas commencé les premières collectes, on s'est positionné pour pouvoir intervenir. Mais la balle est dans le camp de Bordeaux Métropole puisqu'ils ont lancé une consultation globale pour évacuer les biodéchets des ménages. On n'a pas eu le retour encore, on s'est positionné et notre proposition va évoluer en fonction de leur décision. Mais pour l'instant,
je peux pas, ça n'a pas commencé encore. Il y avait une autre question, quel est aujourd'hui le pourcentage en provenance de la cuisine centrale? J'ai pas entendu qu'il y avait la cuisine centrale. Là, c'était l'école, mais vous avez peut-être une cuisine centrale dans le projet. Ah oui, enfin, oui, la cuisine centrale produit donc les repas pour les écoles, effectivement. Voilà. Mais en fait, c'est La très peu. collecte se fait à la cantine Parce de qu'on, l'école. alors, essentiellement, mais en fait, ce qu'on évacue, nous, à la cuisine centrale, c'est les déchets de la légumerie. C'est vrai que j'aurais pu en parler. On a la chance d'être équipé d'une légumerie, donc tous les déchets de parure de légumes et les quelques kilos de reliquats, de denrées. Enfin, non, il n'y en a pas. Enfin, on envoie tout ce qu'on peut. Tout est envoyé dans les écoles. Donc, le principal gisement, c'est dans les écoles. Et le seul gisement de la cuisine centrale, c'est les déchets de parure de la légumerie. Oui, on reprend la réduction à la source. Vous avez là un travail important sur Oui, le fait qu'il y ait peu de... Voilà, on ne revient pas là-dessus. On a réduit notre gaspillage alimentaire aussi par le fait de trier à la source et de peser, parce qu'on pèse tous nos déchets tous les jours. Et donc, ça permet de travailler à la source, effectivement. Alors, financièrement, Resto Valor verse-t-elle une indemnité pour récupérer les déchets? Nous ne versons pas d'indemnité, c'est une prestation qui est payante, hein. Aujourd'hui, Resto Valor facture tous les mois la commune de Bègles. La collecte. Il faut savoir que donc il y a 2 postes dans notre prestation. Il y a la partie collecte, donc avec nos camions, le coût du camion, du chauffeur, du gasoil, tout ce qui va avec. Et la partie traitement est payante aussi. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous payons à Suez un coût d'entrée sur leur méthaniseur pour déposer les biodéchets. Alors, c'est un coût d'entrée qui englobe l'ensemble des paramètres, hein, c'est-à-dire le déconditionnement de la matière, ce qu'on disait tout à l'heure, pour la rendre propre, le processus de méthanisation et peut-être la valorisation qu'eux peuvent tirer derrière avec le biogaz ou le digestat. Donc, c'est un prix tout compris où aujourd'hui, le camion est pesé à l'entrée et à la sortie et on a une facturation à la tonne suivant le poids que nous déposons. Donc, nous payons aujourd'hui ces 2 postes et notre prestation est refacturée au client. Très bien. De toute façon, on est facturé par la Bordeaux Métropole aussi en fonction du volume collecté. Donc, le seul moyen de pouvoir générer des économies, c'est de revoir le volume de ces bacs OM pour réduire la facture avec Bordeaux Métropole pour ceux qui sont concernés par cette compétence de gestion des déchets. Très bien, merci. On va peut-être passer donc au deuxième témoignage. On vous garde si vous êtes encore disponible un petit peu pour la fin, savoir s'il y a des questions peut-être d'ordre plus global. Donc, je souhaite la bienvenue donc, à nos 2 interlocuteurs. Donc, Monsieur Yannick Dufaux, qui a une double casquette, à la fois maire de Bradins, j'ai presque envie de dire triple casquette, si vous me permettez. Donc, élu, agriculteur et futur exploitant de l'unité Agri-Énergie, et qui va pouvoir nous présenter quel rôle il a pu jouer en tant que la genèse du projet, et puis quel rôle il a pu jouer pour intégrer les collectivités territoriales avoisinantes dans son projet, que ce soit au capital ou alors au travers de l'intégration des biodéchets. Et puis, quelle articulation, quelle collaboration a été mise en place avec donc, le SICTOM, syndicat de traitement des déchets local, donc voilà, qui permet, articulation qui permet désormais d'être sur un projet innovant, on le verra, puisqu'il va intégrer également un déconditionnement et de l'hygiénisation dans les prochains mois, si je me trompe pas. Donc, je vous laisse la parole, peut-être, voilà, bien rappeler la genèse du projet, votre rôle à Monsieur Dufaux avec votre triple casquette, peut-être une 4e que je ne connais pas, et puis Monsieur Voisin sur le rôle du SICTOM et l'articulation entre vous deux.
Vous deux et tous les autres acteurs, bien sûr. Alors, on va laisser Monsieur Voisin commencer. Donc, alors, c'est bon, ouais. Alors, niveau slide, on les passera rapidement parce que je ne vais pas perdre du temps. L'heure est déjà bien avancée sur la présentation du syndicat et je vais très rapidement passer aux relations qu'on a eues avec justement un de nos élus du territoire qui portait le projet justement de la méthanisation. Donc, on pourra même laisser sur cette slide. Donc, nous, le SICTOM du Sud-Gironde, c'est une collectivité en charge de la collecte et du traitement des déchets de 85 communes du Sud-Gironde pour 66 000 habitants, une superficie de 1592 km². Je préférais afficher la superficie parce que c'est donc un territoire très grand avec peu d'habitants. Donc, on va dire comment on peut arriver à une réflexion sur la méthanisation. Alors qu'évidemment, notre priorité sur le milieu rural, c'est le compostage. Compte tenu des coûts de collecte, évidemment, en porte-à-porte, ce n'est pas envisagé. Mais on a quand même fait le choix de travailler très rapidement avec M. Dufaux, qui est un élu de notre territoire, parce qu'on a vu en fait une stratégie d'opportunité de valorisation matière en cherchant à maîtriser nos coûts. Il y a plusieurs années, donc M. Dufaux nous a conviés et on a trouvé le projet qui correspondait à nos valeurs, c'est-à-dire une unité de traitement de déchets autonomes qui maintenait une activité d'agriculteur. Donc, on a voulu s'associer très rapidement à ce projet. Et après, en étudiant, j'allais dire, notre territoire et nos possibilités, eh bien, on s'est voulu facilitateur dans un premier temps, en ouvrant voilà, notre réseau à M. Dufaux, en essayant de l'accompagner, mais vraiment au départ. Après, il n'avait pas besoin de nous, il a vite maîtrisé son sujet. Et nous, en fait, après, on envoie aussi une unité de traitement parce qu'on va mettre en place une collecte spécifique sur nos communes. Nos communes qui sont plus denses, qui sont la ville de Langon, Bazas, pour collecter également les biodéchets des habitats collectifs. Et en fait, cette collecte spécifique, elle est possible uniquement parce qu'on a sur notre territoire justement cette unité de méthanisation qui va se mettre en place. Donc ça, c'est un petit peu les grandes, je vous ai donné voilà, les principales raisons, en fait, moi, de ma présence ici, pour parler de la méthanisation. Oui, allez-y. Donc, c'est l'unité qui a engendré la collecte derrière, ou en tout cas cette réflexion sur la collecte. Absolument. Et c'est pour ça que les deux, en fait, compostage et méthanisation sur un territoire, bon, nous, vous l'avez vu, hein, qui est principalement rural, en fait, cette association, elle se complète. Sachant que notre ville phare, Langon, commune de moins de 7000 habitants, accueille chaque jour, c'est le pôle en fait un peu économique du territoire avec plus de 20 000 personnes. Et nous aussi, on en a marre, c'est ce que disaient tout à l'heure les collègues, d'incinérer plus de 30% des biodéchets qu'on retrouve dans nos ordures ménagères. Donc voilà, on a deux axes. Notre stratégie, elle se porte d'une part sur le compostage de tout l'habitat individuel en maison individuelle et en milieu rural, et également donc de collecte sur notre population plus dense. Et effectivement, vous avez raison, c'est cette opportunité-là qui nous a amené à réfléchir à une collecte. Sinon, je ne pense pas qu'on aurait… En fait, pour nous, le plus important, aujourd'hui, on ne va pas faire de la collecte pour faire de la collecte. On a une vision inverse, c'est-à-dire qu'il faut absolument trouver l'unité de traitement, peut-être avant de penser une collecte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est possible, mais grâce au travail de M. Dufaux, entre autres. Je passe à la partie de M. Dufaux. Oui. Oui, c'est bon. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente en deux mots. Donc, Yannick Dufaux, effectivement, comme vous l'avez dit, donc maire de la commune de Branès, qui est une petite commune de 242 habitants. Je suis également vice-président au CIFEM en charge de l'énergie, des ressources locales et bois-forêt, et également membre du conseil d'administration de l'association des maires ruraux Gironde. Et donc,
Le thème d'aujourd'hui, donc président de la SAS Agri-Énergie et également tout d'abord, avant la SAS Agri-Énergie, président de l'association Branens Agri-Méta au Pays de Rosse, qui a préfiguré le projet. Voilà, donc je vais essayer de dérouler donc assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de diapos, donc on ne va pas s'attarder sur toutes les diaporamas parce que sinon on en a pour 1 heure en plus. Donc on va y passer rapidement. Vous pouvez me poser des questions à tout moment, ce sera, je pense, la rigueur le plus simple. Voilà. Donc pour commencer, pourquoi le projet méthanisation donc qui a débuté en décembre 2016. En fait, pourquoi? Moi, en étant élu, participant de des réunions organisées par le CIFEM, où nous, au niveau agricole, petite exploitation agricole du territoire, nous avons des soucis pour stocker nos effluents d'élevage. C'est la base de la méthanisation pour nous. Ensuite, un monde agricole qui est en difficulté. Si aujourd'hui, nous ne trouvons pas des solutions de diversification, bon nombre d'agriculteurs vont disparaître dans les années à venir. Je rappelle que c'est de petites exploitations agricoles de moyenne de 60 hectares. Voilà. Donc, le CIFEM a réalisé en 2015 une étude de potentiel méthanogène sur le territoire, qui est ressortie très positive. C'est Solagro qui avait réalisé cette étude à l'époque, qui est très positive. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit pourquoi pas se pencher sur la méthanisation. Donc, effectivement, de là est parti, en décembre 2016, la première réunion donc, à Branens avec un groupe d'agriculteurs. Voilà. Et ensuite, après, important de recréer un lien social qui se perd entre agriculteurs. Voilà. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, du coup, en avril 2017, on a créé l'association Branens Agri-Méta au Pays de Rosse. Pourquoi créer une association, c'est quand même assez facile. Ça coûte pas, ça ne revient pas très cher, en fait, finalement. Et pour nous, ça nous permettait d'aller chercher des fonds, des subventions pour réaliser l'étude de faisabilité. Donc, étude de faisabilité. Et ensuite, nous a créé, cette association nous a permis aussi une information auprès de la population qui est très importante. Des projets comme ça, il faut vraiment communiquer. Donc, différents types de projets à différents moments, ça c'est chaque projet qui le voit, mais une information auprès de la population est vraiment très importante. Donc, ensuite, le suivant, s'il vous plaît. Je ne sais pas. C'est bon. Donc, ensuite, nous avons eu donc, un accompagnement technique pour ce projet-là de la part des services de l'État. Si vous voulez, nous, on a mis dans la boucle, dès le départ, tous les services de l'État pour justement favoriser la communication et s'affranchir tous les problèmes qu'on pouvait avoir techniques et réglementaires, surtout sur ce type de projet-là. Cabinet d'études Solagro qui nous a réalisé l'étude de faisabilité. Et ensuite, après, le soutien technique et logistique de l'étude, dont les noms que vous voyez qui s'affichent, qui nous ont aidés sur une partie économique, parce que l'étude coûtait 18 000 € à l'époque, et les agriculteurs n'ont payé que 4 000 €. Je voulais absolument que les agriculteurs participent pour prouver leur engagement quand même dans le projet. Donc, à l'issue de cette étude, qui est ressortie du positive, donc, nous avons fait une première réunion publique donc à Branens. On avait identifié un terrain sur ma commune. Forcément, étant le maire de la commune, je voulais implanter un projet, l'implanter sur la commune. Et là, une opposition est arrivée, quoi, en fait, de la part d'une partie de mon conseil municipal, commune voisine, et d'un agriculteur qui était à 300 mètres du projet. Donc, face à ça, un projet comme ça, moi, je ne le vois pas passer dans la force. Donc, du coup, on a engagé une discussion, on leur a présenté le projet. Comme je l'ai dit, sur ce terrain-là, maintenant, on a écouté et entendu vos remarques, donc on va chercher notre terrain. Après, si on ne trouve pas, les deux solutions, ou on continue ou on arrête le projet. Donc, du coup, on a cherché un terrain, on a trouvé notre terrain sur une commune voisine, sur une commune de Rosse. On a mis 1 an pour trouver le terrain, donc on a perdu, on peut dire, 1 an. Et de là, quand on a identifié notre terrain, on a refait une réunion publique. Du coup, donc sur la commune de Rosse, qui là, il n'y a eu aucun souci. Donc là, face à ça, on est parti sur la phase développement. Et là, on a créé la SAS Agri-Énergie en avril 2019 pour passer sur la phase développement au niveau coût, qui revient quand même beaucoup plus, parce qu'on avait pour 80 000 € de phase de développement. Voilà, donc là, vous voyez le terrain identifié sur la commune de Rosse.
Donc, on voit sur la photo du bas, vous voyez sur la droite, il y a un champ photovoltaïque au sol de 8 hectares. Donc, nous, on est juste à côté. On n'a pas de riverain proche. On est sur un ancien délaissé gazier de TIGF à l'époque, qui est Terega aujourd'hui, donc qui correspondait tout à fait à ce type d'implantation. Et on a 3 conduites de gaz qui passent à proximité, une au nord du terrain et 2 au niveau du point rouge, et une canalisation de gaz qui passe là de chez Terega. Donc, on se raccorde sur celle-ci. Donc, on est raccordé sur le réseau haute pression de Terega. Donc, après, quoi vous dire d'autre sur le projet? Donc, ça, c'est le rayon d'action du projet. Donc, on a 15 km à peu près, maximum, le plus loin, 10-15 km. C'est pas celui-là, c'est celui d'avant, il me semble qu'il y a encore avant, en arrière. Voilà, celui-ci. Donc, vous voyez, on a le camembert au milieu, c'est l'implantation. Et vous voyez, on a un rayon 5 km et demi, donc 10 km, on peut dire, d'acteurs, de projets. Donc, les croix vertes, ce sont les agriculteurs qui sont dans le projet. Alors, il y a 9 agriculteurs dans le projet, dans la SAS, et 6 autres qui apportent uniquement de la matière. Et ensuite, nous avons les croix rouges qui sont des industriels qui apportent la matière aujourd'hui dans le méthaniseur, qui a Langon Distribution, Leclerc à Langon, Saint-Fruit à Mazères et la distillerie d'Owens à Saint-Martin-Sescas, qui nous apporte des marques de raisin épépinés désalcoolisés. Voilà, notre rayon d'action. Donc, on est sur la slide suivante, c'est sur le volume des matières. Donc, on est sur 16 000 tonnes de matière. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, la base, ça a été les fumiers lisiers pour venir du coup conforter les exploitations pour traiter ces matières-là. Et ensuite, après, on complète par des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, déchets de légumes, que je viens de vous citer, et des marcs de raisin. Voilà, pour un tonnage total de 16 000 tonnes par an et une production de 100 m3/h contrat signé avec Gaz de Bordeaux. Voilà. Donc maintenant, la photo de l'implantation du terrain, où on est tout à l'heure, voilà, c'est le plan de masse qui a un peu évolué depuis qu'elle a été diffusée. Donc voilà, le champ photovoltaïque à côté. Donc on a toujours les 3 plus, le stockage, etc. Bon, après, on va passer rapidement là-dessus. Et nous sommes propriétaires aujourd'hui jusqu'à l'autoroute, comme l'on voit sur la gauche. Voilà. Donc on a un investissement total de 6 millions 289, ça c'était au début. Aujourd'hui, on avoisine plutôt les 6,4 millions aujourd'hui d'investissement. Là où la force de notre projet, en fait, c'est la partie capitale. Aujourd'hui, nous avons un capital de 40 000 euros réparti de la façon suivante. Dont les 9 agriculteurs détiennent 74% des parts. Ensuite, il y a l'ADAR de Langon, qui est une antenne à champ de culture, qui détient 12,5% des parts. La commune de Ross à 2,5% des parts. Et ensuite, après, il y a 3 communautés de communes. Communauté de communes de Réolien-Sud-Gironde, c'est le lieu d'implantation du projet à 2%. Le Bazadais, 2%. Le Sud-Gironde, 2%. Et le département de la Gironde, qui a également 2%. Ensuite, nous avons également les 3 industriels. Donc, Leclerc à 1%, Saint-Fruit à 1%, Distillerie d'Owens à 1%. Donc, on peut voir que c'est une participation qui est quand même très faible, mais qui est très importante pour nous, parce que ça nous a permis, en fait, de pouvoir avoir le projet, de sortir cette unité de méthanisation. C'est une unité de méthanisation agricole et de territoire, parce que nous avons donc les agriculteurs, les collectivités, les industriels, et il manquait un maillon dans la partie investissement, qui sont les citoyens. Donc, nous avons fait une levée de fonds l'été dernier, avec la plateforme Mimosa. Nous avons levé 500 000 euros. Et nous avons à peu près 1200 contributions. On a mis 40 jours, voilà, pour lever ces 500 000 euros qu'on rémunère aujourd'hui à 5,25%. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est un projet agricole, mais de territoire, parce qu'il y a tous les acteurs du territoire qui sont réunis dans ce projet-là. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment très important. Voilà. On pourrait revenir un peu plus là-dessus si vous voulez, parce que c'est un peu notre force du projet, si vous avez des questions là-dessus. Donc après,
Alors, je résume vraiment très rapidement, parce que sinon, les slides suivantes, qu'est-ce que... On le voit dans ce que vous venez de dire, l'application par rapport à la slide là, qu'avait proposé Marion sur le rôle de la collectivité. Là, aussi bien les collectivités que les industriels, ils ne sont pas uniquement, si je peux me permettre, fournisseurs de ressources pour vous. C'est vraiment une implication aussi au capital et pleinement dans le projet. Vous l'avez dit aussi, finalement, c'est un projet collectif, mais avec quasiment tout le monde autour de la table, et puis cette notion aussi de citoyen. J'ai entendu aussi que dès le début du projet, vous avez beaucoup travaillé avec eux, enfin en tout cas communiqué auprès d'eux. Peut-être c'est peut-être aussi la réussite du projet derrière, mais enfin peut-être que vous avez des oppositions aujourd'hui. Non, aujourd'hui, à ce jour, on n'a pas d'opposition. Bon, on a vraiment voulu communiquer énormément là-dessus. C'est pour ça qu'on a mis tous les acteurs avec nous. Les agriculteurs restent, et ça, c'était vraiment ce que je voulais, que l'on voulait, restent actionnaires majoritaires et seuls décisionnaires du projet. C'est-à-dire que c'est le projet des agriculteurs qui appartient aux agriculteurs. Et aujourd'hui, autour, les agriculteurs ne peuvent pas faire les projets seuls. Des petites exploitations agricoles, c'est impossible de travailler tout seul. Les collectivités ont besoin des agriculteurs, les particuliers, les citoyens ont besoin des agriculteurs, les agriculteurs ont besoin des collectivités et des industriels et des collectivités et des citoyens, pardon. Donc, autant travailler tous ensemble plutôt que de travailler les uns contre les autres ou les uns en parallèle. Donc, autant réunir tout le monde dans un projet en gardant les agriculteurs à l'origine du projet et maîtres du projet. Ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, souvent, les agriculteurs, c'est votre outil de travail, c'est à vous, c'est notre outil de travail. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Mais tout le monde a un droit de regard à l'intérieur de ce projet-là. Et ça, c'est quand même très important. Alors, on ne s'est pas arrêté là parce qu'on a l'association qui a préfet le projet, travaille toujours aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on développe la partie, on viendra sur le biodéchet après, la partie pédagogique, en fait, parce que c'est très bien de bâtir un projet, d'exploiter un projet, mais après, il faut surtout l'expliquer. Comment on le fait, commencer par expliquer ce qu'est une exploitation agricole, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne l'exploitation agricole. Donc, comment fonctionne l'exploitation agricole, pourquoi elle est venue de la méthanisation, et comment fonctionne la méthanisation, avec qui, comment. Ça, il faut vraiment bien l'expliquer. Ensuite, on a développé avec la Chambre d'agriculture Gironde un GI2E, groupement d'intérêt économique et environnemental, sur la partie des cultures, c'est-à-dire des cives et du retour au sol du digestat, pour se faire accompagner sur cette démarche-là, pour ne pas rester seul et surtout pour ne pas faire n'importe quoi au niveau agronomie, etc. Donc ça, c'est la partie de l'association qui, là, on part d'une feuille blanche, on est en train de tout bâtir et on travaille là-dedans et je trouve ça pas mal. Ensuite, la partie donc, du coup des biodéchets. Alors, vous avez bien vu sur les photos, aujourd'hui, l'unité de méthanisation n'est pas encore en service. Elle va rentrer en service courant juillet 2022. Donc là, on arrive sur une phase terminale de travaux. Et face à cette nouvelle réglementation donc, du coup, de 2024 concernant ce traitement des biodéchets, on a eu des contacts avec le SICTOM qui ont dit pourquoi pas mettre en place. On a dit, comme je dis aux agriculteurs, ce serait un peu idiot d'avoir une unité comme ça sur le territoire collective et qu'on ne puisse pas traiter ces matières-là. Donc, on a décidé de partir à l'aventure dans le traitement des biodéchets, c'est-à-dire de faire un investissement supplémentaire. Donc, aujourd'hui, la décision est prise. On part sur le traitement des biodéchets avec un déconditionneur pour aller jusqu'au bout du traitement de cette filière-là sur notre territoire. Voilà. Donc, agriculteurs, collectivités, industriels, citoyens, on est en mesure de se gérer, nous, sur le territoire et de garder surtout la partie économique chez nous, en fait, et de la faire profiter au territoire. Voilà. Donc ça, sur un plan, on voit, sur le plan qu'il y a là, vous voyez, on voit dans l'unité de méthanisation, on compte sur 2,5 hectares, en fait, de prise au sol. Et sur la gauche, le site projet, c'est la partie, du coup, de déconditionnement avec hygiénisation avec source d'énergie qui serait du bois énergie. Voilà. Il sera opérationnel, pas forcément en juillet, lui? Alors, non, lui ne sera vraiment pas opérationnel en juillet, ce n'est pas possible. On est dans une phase là, du coup administrative et réglementaire, donc on espère sur 2023. D'accord. L'année prochaine.
biodéchets, pour nous, pour gérer l'unité méthanisation, on ne va pas développer les cives, on va garder les cives qu'on a avec les agriculteurs qui sont dans nos projets. On va plutôt consacrer au développement de la partie biodéchets, parce qu'il y a énormément de travail à faire sur cette partie-là. Effluents d'élevage, biodéchets, et les cives viennent en complément. C'est comme ça que l'on voit. Dans des projets de méthanisation agricole, il faut surtout bien se dire que l'agriculteur doit rester agriculteur. C'est-à-dire qu'il doit produire pour l'alimentation animale, humaine et animale. Et la méthanisation arrive en second. C'est-à-dire, si on veut garder les petites exploitations, il faut trouver une diversification qui, dans ce cas présent, est la méthanisation qui continue à faire travailler l'exploitation. Vous voyez, c'est un bloc commun, en fait. L'un ne va plus sans l'autre. Juste voilà. Mais l'agriculteur doit rester bien agriculteur. Pour préciser sur le déconditionnement et l'hygiénisation, donc c'est une étape qui est obligatoire pour valoriser les biodéchets en méthanisation. Et on a très peu de sites aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine qui ont ces systèmes-là mis en place. Là, Agri-Énergie, ce sera le 3e sur la Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait, parce qu'on a demandé une subvention auprès de l'ADEME et ils nous ont interrogé effectivement sur l'effet de concurrence, ce qui est tout à fait normal. Et oui, il n'y en aurait que 3, effectivement, donc 1 sur notre territoire. Et ce que l'on prévoit aussi, excusez-moi, ce que l'on prévoit aussi éventuellement, c'est s'il y a d'autres petites méthaniseurs qui se montent à proximité de nous, ça serait de pouvoir les alimenter avec les biodéchets une fois traités, déconditionnés, hygiénisés. C'est-à-dire on pourrait amener de la soupe. Quoi. Ouais. Alors, il y avait des questions. Si je les regroupe, il y avait plusieurs questions concernant le terrain, en tout cas la parcelle. Alors, je vous les pose et puis vous répondrez dans l'ordre que vous souhaiterez. Le terrain était-il privé ou public? Et si c'est un terrain privé, par qui a été porté l'achat? Quel est le classement? Donc, terrain public. Quel était le classement au PLUI pour ce... Il a apporté à la commune de Rosse. À la commune, d'accord. Alors, quel est le classement au PLUI? Comme c'est un projet agricole, comme c'est un projet agricole, il n'y a pas besoin qu'il soit industriel ou on peut faire n'importe où, quoi, sur un terrain agricole. Mais là, il était classé zone industrielle pour la commune de Rosse. Oui. Là, c'était une spécificité du terrain, comme vous l'avez dit, c'est réutilisation d'une parcelle industrielle. C'est industrialisé. Voilà, et par rapport au réseau de gaz pour l'injection, vous étiez à proximité d'une... Oui. Alors, on va dire à 15 mètres. 15 mètres. Donc, c'est tous ces facteurs et d'autres que vous avez évoqués qui ont, j'imagine, permis d'identifier la bonne parcelle, la bonne situation du terrain. Oui, non, alors si vous voulez, en étant sur un ancien délaissé gazier de Terega, forcément il y avait canalisation autour, donc on a eu le choix en fait de se raccorder sur le réseau de distribution, GRDF qui était à 6 km, ou de se raccorder sur Terega qui était juste à quelques mètres. L'inconvénient de se raccorder à Terega, c'est qu'il nous faut, nous on est à 8 bars sur le site, et là il faut se raccorder à 60 bars, donc il faut un compresseur derrière pour comprimer le gaz, en fait. Donc un investissement supplémentaire et un coût de fonctionnement supplémentaire. L'avantage, c'est qu'on peut injecter autant que l'on veut, on n'est pas limité sur le débit, en fait. Qui est quand même important pour un projet de méthanisation. Très bien. Sur la ressource, bien sûr, on ne pouvait pas faire un webinaire sur la méthanisation et en plus, vous l'avez évoqué sans évoquer les cives. Peut-être, Marion, un point sur la différence entre les cives, donc les cultures intermédiaires, et ce qu'on appelle plus communément ensuite les cultures énergétiques. Donc, attention à bien distinguer les deux. Et puis, une question voilà, sur les chiffres qui ont été annoncés sur l'approvisionnement du méthaniseur. Sur la part entre donc ces cives, culture intermédiaire, et le fumier ou lisier qui a été évoqué. J'ai compris. Donc effectivement, nous, la base, c'est pour traiter les fumiers. La quantité de fumier a un peu augmenté par rapport à ce qu'il y a sur le slide, mais effectivement, les cives ont une valeur en tonnage, on a plus de cives que de fumier. Il faut savoir que les fumiers ont un pouvoir méthanogène qui est très, très bas.
les cives ont un poids méthanogène supérieur, donc on ne pouvait pas faire un projet axé uniquement sur les effluents d'élevage, la rentabilité n'y était pas, en fait. Donc là, les cives sont apportées par les agriculteurs du projet uniquement, on ne va pas chercher de cives ailleurs, en fait. Et on ne parle pas de culture énergétique, Marion. Voilà, les cives, ce sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc, c'est des cultures qui sont faites sur les surfaces agricoles sur des laps de temps qui sont forcément plus courts que les cultures principales. Souvent, c'est sur des surfaces céréalières, mais pas que. Il n'y a pas de limitation pour la culture intermédiaire, qu'on pourrait aussi appeler couvert végétal et qui sont souvent mises en place sur les périodes hivernales. La cive, elle se distingue, juste pour préciser, de la culture dédiée, qui, elle, est une culture qui peut occuper la surface agricole sur toute l'année et qui est limitée. On peut insérer dans le méthaniseur que 15% de culture dédiée. Il y a souvent des questions sur ce sujet-là, puisque ça peut faire une certaine concurrence avec l'alimentation humaine, les cultures alimentaires. Mais on peut retrouver dans l'état des lieux qui a été produit par l'AREC le dernier, qu'on a 1% de cultures dédiées qui sont utilisées aujourd'hui dans les unités de méthanisation qu'on retrouve en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on est très loin du 15% autorisé. Voilà, nous, le but, en fait, ce n'est pas des cultures dédiées, on n'en parle pas. Les cives, on fait des cives d'hiver, un cycle long. Voilà, là, on a récolté, on vient de récolter là. C'est des couverts végétaux, en fait, que quelquefois, on ensemençait et on détruisait pour le mettre au sol, alors qu'aujourd'hui, on détruit pour le mettre au sol. On la récolte pour la méthanisation et on le ramènera au sol avec le digestac, en fait. Voilà. On est plutôt axé sur ces cultures-là. Très bien. Merci. Ouais. Je suis désolée, c'est toujours très frustrant de... Pour terminer, j'ai un dernier point sur la dernière slide qu'on est en train de développer. Donc, avec Solagra, on va faire de la formation pour les collectivités. On en parlera à la fin. Yannick, si tu peux rester jusqu'à la fin du webinaire, tu auras 5 minutes pour présenter ça. Ok, parfait, merci. Oui, toujours très frustrant et je tiens à m'excuser. On prend toujours un peu de retard sur ce témoignage. Il y a beaucoup de questions sur la méthanisation. Je le répète, on fera une foire aux questions. On ne peut pas tout aborder ici. Je préfère de profiter d'avoir les collectivités, les agriculteurs, les porteurs de projets autour de la table pour qu'on leur pose directement des questions à eux et on viendra par écrit ou en tout cas on vous fera relais sur les documentations sources sur la méthanisation. Je vais laisser la parole du coup maintenant à Grand Poitiers pour, comme je le disais, nous présenter le projet. Donc là, on prend un petit peu de distance par rapport à ce qu'on évoquait jusqu'à présent, où on était très ciblé sur les déchets, les unités et puis voilà, oui, pardon, l'unité de méthanisation pour plutôt évoquer le rôle de la collectivité sur la partie infrastructure et réseau. Donc, je vous laisse la parole pour 10-15 minutes. On prendra bien sûr les questions après. Bonjour à tous, vous nous entendez bien? Oui, très bien. Et le PowerPoint, c'est bon, où tout le monde voit très bien. La présentation? Parfait. Donc, Thomas Manceau, je travaille dans la direction énergie de Grand Poitiers, où la direction est menée par M. Gollet. Voilà, bonjour à tous. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de la dorsale Mélusine. Donc, là, j'ai mis un petit... Pardon, oui. On ne vous voit pas. Alors, c'est pas. Enfin, moi, je ne vous vois pas. C'est pas très grave, mais c'est pour vous signaler. Ok. Désolé. Donc, on va faire un petit point géographique sur Grand Poitiers. Donc, Grand Poitiers, 195 000 habitants, présidente Madame Florence Jardin. Et c'est une communauté urbaine composée de 40 communes qui gravitent autour de Poitiers, de 90 000 habitants, dont la maire est Madame Léonore Monconduit. Il faut savoir que Grand Poitiers a un PCAET, donc plan climat air énergie territorial, un schéma directeur des énergies et avec un enjeu fort de plus de 160% de production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et donc, parmi ces énergies renouvelables, on a le souhait de faire évoluer le mix énergétique et donc le souhait de développer la méthanisation. En 2012, on a la Comcom du pays Mélusin, qu'on peut voir ici entourée en bleu, grosso modo.
qui avait fait une étude qui avait identifié un potentiel méthanisable important dans cette zone-là, parce qu'il faut savoir que de cette zone-là, on a une particularité, c'est que c'est une zone très rurale, avec des petits bourgs et qui sont en plus alimentés par du gaz, mais via des petits îlots propane, qui sont un peu partout de manière éparse dans les différentes communes. Vers 2014, il y a une première réflexion d'un agriculteur, puis ensuite d'un deuxième, puis un groupement d'agriculteurs qui ont créé la société Énergie Fermière pour justement un projet de méthanisation à Sancey. On peut voir là sur la carte qui est tout en bas à gauche. Et donc ce projet-là avait, dans un premier temps, pour vocation à se raccorder, donc c'était un projet en injection, pardon, qui avait pour vocation à se raccorder sur le réseau tout au nord, en contournant Grand Poitiers communauté urbaine, pour injecter le gaz à une vingtaine de kilomètres. Donc là, on a utilisé toute l'expertise du syndicat Énergie Vienne, de Sorégie, de Valeur Agrimeta. Donc tout le monde s'est impliqué fortement. Et donc, on s'est dit qu'il fallait, c'est dommage on avait toute une zone avec un pouvoir méthanogène important. On s'est dit c'est dommage que du coup, la canalisation ne passe pas en plein milieu pour permettre justement l'émergence de d'autres projets de méthanisation futurs, et notamment aussi pour pouvoir faire bénéficier tous les habitants de Grand Poitiers de ce biogaz qui sera injecté dans le réseau. Donc du coup, on s'est tous mis ensemble autour d'une table sur une forte implication, et il a été décidé en 2021 de financer ce qu'on a appelé un projet structurant d'un point de vue énergétique, la dorsale Mélusine. Voilà, donc là, il y avait quelques chiffres que vous avez dû lire pendant que je parlais. Et donc, si vous voulez, par rapport à ce projet, nous, on a une particularité par rapport à ce que vous disiez, Thomas, c'est d'un côté, on a le syndicat, vous voyez, sur les zones bleues, qui a un réseau de gaz, et sur Poitiers, on a GRDF, qui, lui, a un autre réseau de gaz. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc, par rapport à ce que vous présentez à l'instant, Thomas, on voit aujourd'hui en vert, sur cette carte, le réseau actuel du syndicat. Et donc, on a ce producteur à gauche qu'il fallait raccorder. Ça représente 32 km, là, ce que vous voyez, le 1 et le 2, pour arriver à le raccorder à ce réseau vert. Et donc, le porteur de projet de l'usine de méthanisation finance la partie numéro 1, c'est 800 000 € de travaux. Donc, vous voyez déjà, par rapport à ce qu'il va produire, il fallait quand même qu'il y avait un sacré investissement de leur part. Et donc, ici, la partie 2, ça représentait 1,5 million. Même si elle est plus courte, elle est beaucoup plus chère. Et ça représentait une participation d'1,5 million. Et donc là, le syndicat, lui, n'avait pas qui véhicule, en fin de compte, demain, toutes les particules, et il ne s'y retrouvait pas économiquement. Et c'est donc à ce titre-là que Grand Poitiers Communauté Urbaine a apporté 750 000 € de participation pour développer ce morceau numéro 2 qui permet de se connecter sur le réseau existant, si vous voulez. Vous voyez, après, toute la chaîne est assurée. Et il y aura un troisième petit morceau qu'on voit ici. Alors ça, c'est le syndicat qui, avec GRDF, va faire en sorte de le raccorder sur le réseau de GRDF. Vous verrez après tout à l'heure pourquoi il y a un intérêt à se raccorder aussi sur le réseau de GRDF. Donc tout ça, parce que si vous voulez, ça permet quoi? Ça permet derrière, si je regarde la production de biométhane, on garantit en fin de compte ce que vous avez en orange, à l'énergie fermière de lui acheter son biométhane toute l'année. Donc, quand j'ai les périodes d'hiver, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas assez de production avec cette usine de biométhane. Donc, du coup, on va prendre du gaz par le syndicat qui, lui, le réseau vert que vous avez vu avant, est en capacité, quand c'est les périodes de froid, de fournir plus que ce qu'on est capable de produire. Et à l'inverse, à partir du mois de juin, lorsque les gens ne chauffent plus, que faire de ce biométhane parce que l'énergie fermière, il faut bien qu'il continue à produire son biométhane. Et là, le fait de l'avoir raccordé au gaz, au réseau de GRDF, nous permet de lui racheter toute la zone blanche. On lui garantit un achat par GRDF de cette production qu'on va réinjecter sur les réseaux de Poitiers. Après, c'est le problème de GRDF. Mais tout ça montre que lui, il a une production continue donc toute l'année qui lui est assurée à travers différents niveaux de besoins. Et ça, c'était ce qui a fait basculer, si vous voulez, le projet, c'est que lui, comme il a une garantie de vente à 100%, c'est pour ça qu'ils ont injecté autant d'argent dans ce dispositif. Donc, si je reviens sur la carte, si vous voulez, qu'on avait tout à l'heure, ce qui est aussi intéressant derrière, c'est que par rapport au propane qu'on voyait ici, c'était des camions qui venaient dans tout ce territoire au quotidien alimenter. Là, demain, tout ça, c'est
par rapport à l'environnement, c'est le réseau qui va directement véhiculer demain tout ça. On est sur une commune qui était complètement en propane, donc là, le syndicat, il permet demain, en passant en biométhane, de s'engager sur les changements de chaudière pour les habitants gratuitement, ou derrière, demain, ils vont tous être consommateurs de ce biométhane. Donc, c'est un projet assez novateur. Le chantier démarre en ce moment. Les 32 km seront faits dans l'année pour que l'année prochaine, à la saison de chauffe, tout le monde soit raccordé sur toute la commune de Lusignan et que tous ces îlots propane soient convertis. Voilà, on essaie de faire rapidement pour rattraper un peu le retard pris avec M. Dufault. Donc, je pense que c'est pas mal. Deux petits chiffres, 32 km, début des travaux mai 2022, fin des travaux octobre 2022. Donc, il faut que ça aille vite. Donc, on le voit ici, une valorisation locale du gaz. Oui. Et puis, important aussi par rapport aux échanges qu'il y a eu précédemment, une ressource, comme on le disait, une ressource de la méthanisation, c'est une filière qui produit de façon régulière. Et donc, vous avez un tarif de rachat, donc une sécurité aussi pour l'exploitant d'avoir son gaz de racheter tout au long de l'année. Oui, et puis alors, dernière chose qu'on n'a pas dit dans la présentation, c'est que tout ça, c'est des communes de notre territoire, vous voyez, qui sont très mal desservies, où on a des agriculteurs qui ont des cuves fuel, etc. Donc, on leur permet aussi demain une bascule, parce que là, dans le cadre de ce déploiement, on met des antennes pour que demain, s'il y a des nouveaux producteurs de biométhane, ils viennent l'injecter dans ce réseau. On a anticipé, si vous voulez, demain, et toutes ces communes de Rouillé, Jasneuil, qui aujourd'hui n'en bénéficient pas directement, par contre, ont à proximité demain une autoroute pour véhiculer tout ce biométhane qui pourrait être produit sur leur territoire. C'était ça qui a motivé, si vous voulez, les 750 000 € de participation de Grand Poitiers de nos élus. Vous voyez, ça allait au-delà. C'est vraiment une couverture d'un territoire. Oui, c'est des potentiels pour des projets à venir que vous avez pensé dès aujourd'hui. Exactement. Et comme le disait Thomas tout à l'heure, sinon, cette production serait partie 20 km au nord et n'aura pas du tout profité à notre territoire. Voilà, c'était pour montrer un montage intelligent entre collectivités et puis partenaires privés. Merci beaucoup. On peut passer aux questions peut-être. Il n'y a pas de questions sur cette partie-là. Alors, soit c'est très, très clair, mais ça a été très clair, mais ça n'a pas apporté, ça n'a pas amené de questions. Je répète, les présentations seront envoyées. Il y aura aussi une foire aux questions prochainement qui vous sera transmise par rapport à tous les sujets qu'on n'a pas pu évoquer. Voilà, on laisse encore quelques temps pour poser les questions. Peut-être, moi j'en ai une pour Grand Poitiers, puis peut-être pour l'ensemble des intervenants. Alors, on l'a vu, c'est des projets qui sont entre guillemets différents les uns des autres, mais mes questions habituelles que je porte à mes témoins, quels sont pour vous les facteurs de réussite ou les freins que voudriez, donc au-delà d'évoquer freins réglementaires, législatifs, administratifs qu'on peut éventuellement imaginer sur ce type de projet, quels freins peuvent être anticipés selon vous suffisamment en avant, ou en tout cas dans le cadre de votre retour d'expérience que vous souhaiteriez apporter au réseau pour faire gagner du temps aux prochaines collectivités qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Donc, en quelques mots pour chacun des témoins, réussite et frein. Je dirais, pas négliger la concurrence que ça génère, ce type de projet entre différents agriculteurs, et que donc, eux, j'ai envie de dire, ils ont réussi à le sortir parce qu'ils l'ont fait un petit peu en vase clos, sans trop en parler aux autres. Et depuis qu'il est sorti, tous les autres veulent faire pareil. Mais on ne pensait pas qu'il y avait une telle concurrence. Il y a de tels enjeux financiers aujourd'hui dans le monde de l'agriculture que c'est un aspect à ne pas négliger, parce que du coup, ça peut des fois neutraliser, parce que le copain, il va sortir un projet avant moi, et donc ça peut générer des forces contraires qu'on n'aurait pas anticipées. Et après, en avantage, nous, on a eu la chance quand même d'avoir des expertises du syndicat énergienne, de Sorégie, Valeur Agriméta. Et donc ça a permis quand même d'utiliser toute leur expertise pour pouvoir penser autrement un projet, pour un projet plus vertueux, qui, d'un point de vue transition énergétique, d'un point de vue économique, d'un point de vue à différents niveaux aussi, tous les niveaux sociaux. Donc, c'était vraiment
un des avantages. Et quelque chose aussi à penser, c'est de prévenir quand même toute la partie, toutes les mairies, les services techniques des communes dans lesquelles traverse cette dorsale pour pouvoir justement bien gérer toute cette notion de coactivité de travaux, etc., comme de voirie, comme beaucoup de gens connaissent, surtout en période de moisson. Parce que comme le dit Thomas, sur un projet comme ça, si on n'avait pas eu le syndicat, on n'aurait pas pu lier la partie production, distribution et fourniture. Et il faut prendre ces trois composantes dans le dossier. C'est ça le plus difficile. Et grâce au syndicat, il a permis cette liaison plus facilement. Très bien. Donc, on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc, dans vos propos, j'entends le travail, une fois de plus, le travail en partenariat, à la fois avec les partenaires techniques pour construire le projet et allier les besoins, et puis le travail de concertation, de partage avec donc les collectivités, les élus, les élus des territoires concernés. Indispensable. Un autre tour peut-être d'expérience sur facteur de réussite, frein. Alors, moi, si je peux me permettre, donc, effectivement, ça vient d'être dit, c'est tout à fait ça, en fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que les agriculteurs, les collectivités, les citoyens, il faut trouver un compromis, une concertation à faire ensemble. Il faut travailler ensemble les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. On n'aboutira à rien du tout. Les agriculteurs ont besoin, comme les collectivités, comme les citoyens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment très important, en fait. Et la concertation fait partie de tout ça. Il faut surtout expliquer ce que l'on va faire, ce que l'on fait ou ce que l'on veut faire. C'est vraiment… Tout passe par là. En fait, il faut faire un tronc commun et avancer tous ensemble. Et comme ça, on peut arriver à sortir des projets. La preuve, il y en a qui sortent. Donc, il faut encore en sortir. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'on veut mettre en place, nous, sur notre territoire, c'est à destination des élus ou des porteurs de projets pour des formations de réunion sur notre site à nous, pour expliquer ce qu'on a fait, parce que ça prend énormément de temps, expliquer ce qu'on a fait, comment on l'a fait et comment on peut le dupliquer ailleurs, et surtout aider les gens à le faire aussi, les aider, les accompagner dans l'évolution de leur projet, etc. Ne pas les laisser seuls, en fait, avec le peu d'expérience que nous avons, les aider dans les démarches, en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on veut faire en place sur notre territoire, sur notre unité de méthanisation, avec une visite sur différents thèmes, quoi, hein. Voilà. On présentera tout à l'heure, il y a des visites organisées dans le cadre du salon Expo Biogaz, justement pour, comme vous dites, être au plus près de la population, des élus, des partenaires, pour expliquer je vais dire l'évolution aussi des métiers et de ces partenariats. Juste, je pense à un débat qu'il y a eu sur le fil de conversation pendant le webinaire sur les biodéchets. Donc, je rappelle bien sûr le besoin de réduire, le besoin réglementaire, le besoin de réduire les déchets à la source. Donc, rappelez-vous de cet entonnoir, de ce triangle sur la hiérarchie des usages des déchets. Ce qui n'empêche que à terme, il y a quand même si on réduit, les déchets à la source, qu'on les valorise sur site, il y aura quand même, donc sur site, notamment auprès des ménages, des industriels, il y aura quand même des biodéchets à valoriser. Et c'est tout le travail qu'a mené l'AREC, donc évoqué Marion, l'Agence régionale d'évaluation du climat, dans le cadre du schéma régional biomasse, qui est de prendre en compte un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution de cette ressource à venir. Et il y aura des biodéchets à valoriser pour éviter l'enfouissement et l'incinération. Je me permets de reboucler avec le début du webinaire pour ceux qui avaient raté ces éléments de langage qu'on vous transmettra une fois de plus. Je me permets de rajouter, excusez-moi, je vous coupe, de rajouter sur la phase de la méthanisation quand même agricole sur le territoire. Il y a quand même un enjeu important, c'est que ça fait développer de l'emploi aussi sur le territoire. Nous, chez nous, sur notre unité agri-énergie, aujourd'hui, il y a deux emplois, l'association pour la pédagogie, un autre qui est en formation aujourd'hui, pour exploiter l'unité de méthanisation. Les biodéchets, il y en aura un autre de créé, on va peut-être deux, donc ça, c'est des emplois. Ensuite, on fait travailler les entreprises locales. Nous, par exemple, on a fait travailler une entreprise
agricole, quoi, en fait, et de concessionnaire agricole, je veux dire, avec pas mal de matériel roulant, hein, d'une valeur de plus de 1 million d'euros, par exemple. Voilà. Donc, ça génère quand même sur le territoire aussi pas mal d'activités économiques et d'emplois, quoi. Ça, c'est Emploi local non délocalisable, du coup, hein, puisque voilà, la ressource est là, la valorisation est là. Et ça, c'est aussi important également, quand même. Et on l'a vu dans la slide que vous présentiez justement avec le rayon d'approvisionnement. Hein, si je ne me trompe pas, je crois qu'au plus loin, on était à 8, même pas 10 km de rayon d'approvisionnement de votre méthaniseur. Donc, quand on parle d'emplois locaux, là, visuellement… Pour revenir tout à l'heure, quand on parlait de gros méthaniseurs ou de petits méthaniseurs, de grosses unités, petites unités, moi, on m'a eu fait la réflexion, ou la remarque plutôt, que l'unité était petite, en fait. J'ai dit oui, elle est peut-être petite, mais elle est adaptée, en fait. Elle est adaptée à nous et elle nous correspond. C'est pas la peine d'aller faire gros pour aller chercher des matières trop loin. Non, voilà. Il faut mieux rester plus petit et se recentrer, donc développer les biodéchets, etc. Et rester plus petit et surtout à taille humaine, quoi, en fait. Voilà, c'était votre choix, j'entends dans vos propos, votre choix d'avoir un projet qui corresponde aussi aux partenaires qui avaient autour de la table ou que vous avez pu associer par la suite pour le dimensionner correctement aux besoins. Peut-être sur Monsieur Fols ou Monsieur Madé, sur votre retour d'expérience, les facteurs de réussite ou les freins qui peuvent être anticipés à partager au réseau? Oui, alors pour ma part, le principal frein, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un frein, c'est… alors moi, je suis sur la collecte des biodéchets et suivant les configurations, c'est une réalité. On a certains clients qui aujourd'hui peuvent payer moins cher en évacuant leurs biodéchets en ordures ménagères, en incinération, plutôt qu'en le triant et qu'en le valorisant. C'est une réalité. Et alors, ça va être corrigé dans le temps puisque le prix du traitement du DIB est composé d'une TGAP, d'une taxe qui est amenée à évoluer au fil des années. Ce qui fait que le coût du traitement de l'incinération sera tellement supérieur que les clients ne se poseront plus la question s'il faut trier ou pas, ça sera une opportunité économique. Mais aujourd'hui, on est dans ce point de rupture où, sur certains dossiers, certains cas, effectivement, ça peut coûter moins cher d'incinérer. Donc, la question de la rentabilité économique du projet à prendre en compte très, très en amont. Oui, tout à fait. Monsieur Madé, je ne sais pas peut-être si vous êtes encore là. Je vous propose peut-être, Marion peut passer aux propos conclusifs. Je n'ai pas vu. Alors, s'il y avait une question, peut-être on y répondra, peut-être plus sur la Dordogne et le fait de valoriser des déchets, des déchets, oui, d'un abattoir industriel. Ce sera peut-être un sujet sur lequel on vous apportera des éléments parce que apparemment le projet est bloqué là-dessus pour des questions d'hygiène, je crois comprendre. Donc voilà, peut-être on reviendra vers vous plus précisément pour voir les pistes d'évolution. Peut-être pour conclure, moi ce qui me semble important, donc on l'a dit tout au long de ce webinaire, c'est de faire un point sur les prochains rendez-vous et puis surtout comment on peut poursuivre ce travail, cet échange que l'on a. Peut-être repartager la présentation. Il n'y a plus de partage de… Non, je peux partager le mien sinon. Ok. Hop là, je mets le mien. Allez. Ok. Oui, là-dessus, on voulait juste vous dire que donc il y a Expo Biogaz qui arrive à Bordeaux les 7, 8 et 9 juin. Donc le 7 juin, vous avez une partie, vous avez deux visites qui sont organisées. Donc dans le diaporama qu'on vous transmettra, vous aurez le lien pour vous inscrire à ces visites si ça peut vous intéresser.
Et les 8 et 9 juin, ce sera au Parc des Expositions de Bordeaux, donc avec un salon professionnel, mais également une série de conférences et tous les acteurs de la filière qui seront présents. On vous a aussi mis à disposition une bibliographie que vous pourrez trouver pareil en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous et que vous pouvez vous-même compléter. On tenait aussi à vous faire passer, encore une fois, le site Méthanaction et l'agenda, notamment sur lequel vous pouvez retrouver tous les événements de la filière qui sont... l'agenda est alimenté régulièrement au fur et à mesure. Et puis enfin, la dernière partie, c'était sur comment aller plus loin aujourd'hui sur votre volonté de vous impliquer dans le développement de la méthanisation. D'abord, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information Méthanaction où on vous fait parvenir toutes les informations de la filière et actualités de manière trimestrielle. Et enfin, surtout, vous avez une formation qui vous est proposée, comme vous l'a dit Monsieur Dufaux, sur comment accompagner les projets de méthanisation de vos territoires et vous impliquer avec Agri-Énergie et Solagro comme intervenants. Cette formation, elle pourrait vous être proposée assez rapidement, là, soit avant l'été, soit plus tard. Donc, à travers le lien du formulaire que vous avez sur le diaporama, mais que je peux aussi vous mettre dans le chat, vous pouvez nous indiquer votre souhait de participer à cette formation ou de vous inscrire à la newsletter Méthanaction. Je vous remets le lien ici. De toute façon, on vous enverra le diaporama dans la journée. Voilà, on retrouve les deux contacts. Donc, Marion, avec qui j'ai co-animé, et je vous remercie grandement pour toute la préparation de ce webinaire. Oumema, qui était aussi, je l'ai aperçu dans le fil de conversation. Ah, c'est très gentil, merci. Voilà, donc ils sont vos deux référentes sur Méthanaction. Je remercie donc une fois de plus très grandement l'ensemble des intervenants pour la clarté de vos présentations et vos projets qui sont vraiment, c'est pour nous essentiel de vous mettre en avant parce que voilà, hein, c'est vous qui portez les projets sur le territoire de la région. Et puis, merci également à ma collègue Florence qui a pu passer, que vous avez aperçu, ma collègue Florence Dotz qui travaille principalement sur le sujet du biogaz et de la chaleur renouvelable. Et puis Rachel Taureau qui est la personne, un peu notre joker qui gère tous les envois, les invitations. C'est elle qui vous relaie l'information du réseau Tech. N'hésitez pas à revenir vers nous, vous aurez donc toutes nos coordonnées. Et puis à faire remonter, une fois de plus, vos questions, vos interrogations. Et je vous mets aussi dans le fil de conversation les prochains webinaires donc, qui seront présentés plutôt par mes collègues de l'ADEME, puisque je le répète, le réseau Territoire Énergie Climat est co-animé ADEME, DREAL et Région. Et je crois que c'est exceptionnel, nous sommes pile poil dans les temps, puisqu'il est 13h et je vous souhaite donc à bientôt. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un agréable après-midi. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.